Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Donc, Donc, voilà, j'espère que c'est bon pour les autres, hein. Si c'est bon, si c'est pas, voilà, s'il y a un souci, rek, donc n'hésitez pas à activer votre micro. Donc, de base, exactement. voilà, je vous conseille tous de désactiver votre micro, comme ça, voilà, on va laisser Mohamed se concentrer. Ok, merci. Exactement. Donc, moi, comme je disais, moi, c'est Mohamed Gay. Donc, je suis beaucoup plus connu sous le pseudonyme de Orbit Turner. Et je pense que on s'y attend tous à ce que on fasse du, comment dire, presentation and code. Donc, directement, on passe au code. Si quelqu'un peut désactiver son micro, Attends, c'est OK. Donc, là, aujourd'hui, je suis là pour vous faire une présentation sur le clean code. Donc, pour parler du clean code, il va falloir que, avant qu'on passe au code, que l'on définisse un peu c'est quoi le clean code, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne et en gros c'est quoi. Parce qu'on aime bien parler du code propre, du clean code, de tout ça, mais souvent on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, on va commencer par définir ce que c'est que le clean code et partir sur quelques principes. Parce qu'avant de parler de clean code, il faut savoir que c'est pas une manière d'écrire, c'est une manière de penser d'abord. C'est pour ça que ici je vous parle de la philosophie du clean code. Un clean code, c'est pas deux ou trois règles pour écrire un code. C'est pas parce que tu vas écrire ton code, tu mets un point, une ponctuation ici, tu mets un délimiteur ici, que ton code il est clean. Non, c'est une manière d'abord de penser le code et une manière de voir le code, une manière de voir les problématiques, de décortiquer les problématiques pour ensuite parler de clean code. Donc, avant le clean code, il y a la philosophie du clean, comment dire, de l'architecture clean avant de parler du clean code. Donc, aujourd'hui, on va parler du clean code. Donc, comme j'ai dit, après, je vais mettre à disposition de toute la communauté ce slide qui va, bon là, moi je suis actuellement concepteur et développeur de systèmes d'information chez Quality Center. De base, je suis un full stack développeur, et, un designer, un entrepreneur, bon, un bon Sénégalais quoi. Donc je touche à tout. Et sur ce petit slide qui va durer juste, je pense, maximum 10 minutes, on va parler de quatre points, de quatre thématiques principales, à savoir, on va faire une introduction, définir et savoir le clean code c'est quoi et pourquoi. On va parler de quelques principes, quelques règles avant de parler des 10 commandements, de mes entre guillemets 10 commandements à appliquer par tous les développeurs quand on parle de clean code. Si vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Ensuite, ensuite, on va passer au code pour montrer quelques exemples concrets. Vu que nous sommes tous des développeurs et bon, quasiment tous, parce que je pense qu'il y en a qui ne sont pas développeurs. Donc, mais vu que le code, ça nous intéresse tous, on va après parler du code. Donc, on va passer à l'étape 1 qui est l'introduction. Le clean code, c'est quoi et pourquoi? Donc, là, on dit que le clean code, est une philosophie, comme je l'ai dit au départ, une manière de... Donc, bon, à chaque fois qu'on va parler de clean code, tu vas voir tout le monde qui va te dire, nous sommes tous développeurs et donc, on est là à se dire, ouais, un code, il doit être clean, un code, il doit être clean, il doit être comme ça, il doit être bien organisé, il doit être commenté, il doit être tout ça. Mais c'est plus, on aime bien dire le temps à, comment dire, à écrire du code, à écrire du code. Pourquoi il faut une notion de clean code? Pourquoi cette notion de soudain de clean code? Parce que, comme je l'ai dit, là, on voit un passage que Robert spent reading versus the writing is well over 10 to 1. Donc, on passe 10% du temps à lire un code qu'à écrire. On aimerait, comme le dit Douglas aussi, on aimerait tous passer du temps à écrire du code, à écrire rapidement du code, à taper sur nos claviers, mais réellement, on passe du temps à plonger dans les abysses.
Parce que en tant que développeur, à chaque fois qu'on est confronté à un système déjà en place, à regarder qu'est-ce qui se passe dans ce système ou à améliorer un système ou à développer un nouveau module sur un système existant, on passe quasiment la majorité du temps à se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, à chaque fois, tu es là, tu as des variables, tu ne sais pas où est-ce que, pourquoi ils ont été déclarés ici. Tu vois des fonctions, tu te dis, mais à quoi ils pensaient? Alors qu'au moment où le gars a développé ça, pour lui, il était sur une bonne voie. Donc, comme je l'ai dit, parce que le respect commence par soi-même. Donc, on aime bien, on sait que nous, les développeurs, on le dit, nous ne sommes pas respectés, entre guillemets, dans notre boulot. Donc, c'est difficile, c'est très difficile d'être développeur. C'est très difficile d'être développeur. Entre le client qui ne sait pas ce qu'il veut, mais qui croit savoir ce qu'il veut, entre le client qui va venir t'imposer de lui faire quelque chose qui réellement dans le monde est impossible, mais que toi tu es censé réaliser, entre le client qui t'impose son deadline et toi tu es obligé de respecter le deadline et d'écrire du bon code, entre tout ça, nous sommes vraiment pas respectés. Mais ce respect doit commencer entre nous, c'est-à-dire que quand j'écris du code, au lieu d'écrire du code pour moi, j'écris du code en pensant aux autres. J'écris du code en essayant de m'améliorer, en cherchant de m'améliorer, en cherchant à devenir un meilleur développeur. Parce que c'est en écrivant un code et en pensant aux autres qui vont lire ce code que je vais m'efforcer à écrire un code beaucoup plus organisé, qui répond beaucoup plus aux normes et beaucoup plus lisible. Aussi, c'est vrai, on n'a pas, on le dit tous, mais on ne peut pas, il faut retenir qu'on ne peut pas écrire un code parfait. C'est-à-dire que c'est pas possible, en fait, au même moment d'être au four et au moulin, de penser à résoudre un problème et de penser à le résoudre bien. Toute chose a une étape et on va y revenir plus tard. Toute chose doit être bien décomposée. C'est-à-dire que on sait qu'un code au départ peut être un peu messy, mais à la fin, lorsque la fonctionnalité est là, il faudra passer au refactoring qui permet comment dire, mais cela ne veut pas dire que, cela ne veut pas dire que tu as l'autorisation. Là, j'ai un écho là. Donc, cela ne veut pas dire que tu as l'autorisation de, comment dire, d'écrire du mauvais code. Il n'y a pas d'excuse pour écrire du mauvais code. Et on a tous, malheureusement, cette phrase qu'on aime bien. I have a deadline, I will come on this next time. Donc, à chaque fois, on se dit, ouais, j'aurais bien aimé écrire du bon code, mais j'ai ce deadline-là, donc je vais revenir après. Alors, on voit dans les études que maintenir ou revenir ou changer un code mal écrit coûte beaucoup plus cher que corriger, que écrire un clean code qui prend du temps. Parce que c'est-à-dire que lorsque une infrastructure, des entreprises par exemple, une entreprise a un département informatique, un SI comme on a l'habitude de l'appeler, et que ce département informatique, ils ont une problématique et ils foncent sur trouver une solution tellement vite que après ils font l'essentiel, c'est que ça marche, mais l'essentiel c'est que ça marche, ça c'est vrai, mais il faut pas faire de la merde aussi, parce que si après demain on doit par exemple augmenter ou rajouter des fonctionnalités ou refaire ou bien organiser ça, on va être obligé bien souvent dans des cas, on est confronté au cas où on ne peut plus avancer et il faudra tout refaire à partir de zéro. C'est-à-dire que maintenant, c'est aller tellement loin dans le dirty qu'on ne peut plus revenir ou on ne peut plus retoucher. Il faudra juste rechanger le système ou switcher complètement vers une nouvelle plateforme. Et ça, souvent, ça demande des coûts. Ça demande du temps et donc tu te retrouves tu te rends compte que pour le premier système ou la première plateforme que tu as fait, tu as quasiment perdu du temps et de l'argent. Donc ça t'a coûté, ça n'a servi à rien tout ce que vous avez fait. Donc un code, on n'a pas d'excuse pour écrire du dirty code. Mais réellement, c'est quoi le dirty code? C'est quoi le bon code ou le mauvais code? C'est-à-dire que lorsqu'on écrit du code
On ne te demande pas d'écrire du code parfait, on ne te demande pas de respecter toutes les normes, mais on te demande juste d'écrire. C'est à force de faire du practice, à force de t'exercer, à force de penser, rien qu'en prenant l'initiative de penser à écrire un code qui répond beaucoup plus aux normes, au fur et à mesure, ça va venir naturellement. Tu vas commencer à écrire du code beaucoup plus intelligent et beaucoup plus rangé, beaucoup plus organisé que le code que tu écrivais avant. Donc là, on passe au principe. Donc, quelques principes de base, quelques règles de base. Donc, on a les règles que l'on connaît tous, hein, les règles dont tous les développeurs parlent. Des règles comme Dry, donc Yagni, Kiss, Defensive Code. Tu sais, on parle tous de ces règles-là. Surtout nous, les développeurs, on aime bien entre nous dans les débats, surtout dans le serveur Discord. Quand Daoud, c'est parce que nous sommes des développeurs. On aime bien dire des choses qu'on ne va pas respecter. Je ne sais pas pourquoi. Donc, keep your code dry. C'est don't repeat yourself. Donc, dry, c'est des jeux de mots. Don't repeat yourself, c'est éviter de vous répéter. C'est-à-dire qu'un code, quand tu vois que il commence à être présent dans 2-3 modules ou dans 2-3 fonctions où il commence à se répéter, s'il te plaît, garde ce code-là et fais-en quelque chose, quoi. Fais peut-être un service ou un helper qui te permet de pas vraiment surcharger tes programmes. Ça, c'est l'une des premières règles. Tout le temps, pense comme ça. Dès que tu vois qu'il y a une chose qui se répète, là, par exemple, on a un exemple bête, je ne sais pas si ça c'est un code valide, je ne sais pas. On a const alert, une constante, ne vous répétez pas. Et on a print alert fois 10. Imaginons qu'on n'avait pas fait ça et qu'on allait faire quelque chose comme print ne vous répétez pas, print ne vous répétez pas, print ne vous répétez pas. À chaque fois qu'on veut, maintenant si on nous dit changez tous vos ne vous répétez pas et mettez juste répétez pas, il va falloir qu'on passe ça sur dysfonction. Bon, vous avez un peu compris, mais peut-être lorsqu'on va venir sur le code. Donc, ça, vous n'en aurez pas besoin. Vrai, hein? À chaque fois, un développeur, il se dit dans sa tête, ouais, donc, on aime bien prévoir des choses qu'on ne va jamais développer. On aime bien, au moment où le client est là, ou au moment où on est content ou heureux, quand on est d'humeur, on prévoit une fonctionnalité, on le commente, ou parfois on perd du temps à écrire une grosse fonction qu'on va commenter, et on va se dire dans le futur, je vais implémenter ça. Ne le fais pas, parce que crois-moi, tu vas jamais en avoir besoin. Tu es sûr de l'utilisation dans le système. N'implémente rien qui ne sera pas utilisé dans le système, parce que il y a aussi une étude qui dit que 90% des fonctionnalités du système ne sont pas utilisées. Seul 10% du système est utilisé souvent quand on le livre. Donc, il ne faut pas développer des choses qui vont te faire perdre du temps. Et ce n'est pas intelligent. Surtout quand tu es développeur freelance, ce n'est pas vraiment intéressant de faire ça. Parce que quand tu développes des choses, tu perds du temps. Quand tu perds du temps, tu perds du potentiel client. Quand tu perds du potentiel client, tu perds de l'argent. Donc, il faudra éviter ça. Donc, aussi, il y a le principe KISS, donc, qui veut dire que Keep it simple, stupid. Ça veut dire assurez-vous toujours d'aller avec la solution la plus propre et rendez-la la plus lisible possible. C'est-à-dire que si tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose et que ça devient beaucoup trop compliqué, dis-toi que ce n'est pas bon. Va avec l'implémentation ou la technique que tu as dans ta tête ou la vision que tu as la plus simple. Plus c'est simple, mieux c'est. Parce que si tu as dans tes fonctionnalités, dès que ta fonctionnalité, ton module, comment dire, ta fonction, ta méthode commence à faire quelque chose d'une manière très compliquée, ça veut dire que c'est pas bon. Plus c'est simple, mieux c'est. Même si c'est une, par exemple, je me projette, c'est une fonction qui ne fait que, comment dire, au lieu d'afficher, par exemple, print, on crée une fonction. Bon, ça, il ne faut pas le faire. C'est vraiment un mauvais exemple de clean code. Mais imaginons une fonction qui fait que afficher. Pourquoi utiliser des choses très compliquées juste pour faire afficher? Plus c'est simple, mieux c'est. Si, par exemple, tu as, comme ceux qui vont s'amuser, par exemple, tu as des gens qui vont s'amuser à faire des algorithmes de tri dans un langage donné. Par exemple, on te dit tri, sors-moi le nombre maximum, ou bien tri-moi une suite de
de nombres dans un array. Il y en a, tu vas voir des développeurs qui sont tellement puristes qui vont se dire, ouais, je sais que dans Python, par exemple, il y a la fonction .sort, il y a la méthode sort, mais je ne vais pas l'utiliser, je vais implémenter ma propre fonction de tri. Ne le fais pas, parce que tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu fais perdre à ton client du temps, si ce n'est pas toi-même le client. Ne le fais pas, parce que si Python ou le langage ou la technologie que tu utilises, ils ont créé une méthode sorte, c'est pour aller plus vite. Et ils le font mieux que toi, crois-moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dessus. Et l'esprit collectif règle mieux un problème qu'un esprit seul. Donc, ensuite, il y a le defensive coding. Là, je fais une petite référence à Jujutsu Kaisen. Un code capable à résister à Gojo Sensei. On sait tous, bon, les fans de manga dans ce live vont comprendre ce dont je parle. Un code doit être écrit de manière défensive. C'est-à-dire que rien ne doit briser ton code. C'est-à-dire que quand tu écris un code, tu dois penser à tous les use cases contraires à ce pourquoi il est prévu et qui pourrait générer une erreur ou faire cesser de fonctionner le code ou planter le code. Par exemple, tu écris un code qui teste si un nombre est pair ou impair et tout ça, si des nombres positifs sont pairs ou impairs. Écris ton code de manière tellement défensive que même si on met pas, si on met un define, qu'on met une lettre majuscule, qu'on met même un être humain dans la fonction en tant que paramètre, que cette fonction-là gère bien ce qu'il doit gérer et qui ne peut pas être, comment dire, qui ne peut pas être tous les use cases contraires à ce pourquoi il est prévu. Et ça, c'est quelque chose qui, souvent, on pousse ça vers l'interface utilisateur, tu vois. Quand on te dit ne fais jamais confiance à l'utilisateur. Souvent, nous, les développeurs, quand on crée un système, quand on programme, quand on fait un programme ou quelque chose de ce genre-là, on pense trop à notre système. On est tout le temps là à chouchouter notre système. Quand c'est nous qui testons, on ne teste pas les choses qui ne sont pas logiques. Alors que l'être humain n'est pas logique. Tu vas mettre un champ input, tu vas lui dire, mets ton nom, il vient, il met son âge. C'est comme ça. C'est même toi, parfois, on te dit le mot de passe ne doit pas être inférieur à 8 caractères. Toi, tu viens, tu mets 2 caractères. Je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais quand même parce que tu es humain. Donc, c'est pour ce genre de choses-là qu'on te dit que la programmation défensive n'est pas quelque chose que moi, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à faire sur les petits projets, mais elle est concernée par l'écriture de code d'une manière dont il est impossible de briser. Donc, c'est ça. Ensuite, tu as le if it ain't broke, don't fix it. Donc, si ne perds pas du temps à essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. C'est-à-dire que, bon, il ne faut pas vraiment aussi extrapoler sur ça, parce que ça ne va pas dire que parce que tu as écrit quelque chose de manière vraiment ignoble que tu ne dois pas le revoir, non. Mais c'est quand tu as une fonction, bon, ça c'est une répétition, mais si tu as une fonction qui répond aux besoins auxquels il est créé, il le répond très bien. Et toi, tu viens, tu te dis, est-ce que, tu vois, tu commences à te dire des choses qui sont vraiment pas possibles. Voilà, tu commences à t'imaginer des choses qui sont pas possibles et tu essaies de le rendre beaucoup plus. C'est juste, ne sois pas trop perfectionniste. C'est juste ça. Et pour des gens peut-être qui sont comme moi dans le live, très perfectionnistes, parfois on a quand il y a Bert Lens, un des savants là, qui a dit que n'essayez pas de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Vous finirez probablement par le briser. Donc, en essayant de réparer qui vraiment d'être réparé, on finit par le briser. Il y a la loi de Gauss. Bon, c'est une loi assez en anglais. C'est une loi que Gauss, c'est un grand, c'est dans son livre qu'il a mis ça, Gauss Systematics, où il dit que, en gros, je vais résumer le truc pour aller beaucoup plus vite. Il dit qu'on ne peut pas construire un gros système en un bloc. On construit un gros système, un système plus gros à partir de petits blocs. C'est-à-dire que ne viens pas te dire que on t'a. Là, j'entends très mal, hein, par contre. Voilà, on te dit que tu as un système, tu es développeur, on te dit
développe-nous un système qui fait ceci, qui fait cela, un ERP, voilà, parce que c'est ce qu'on aime souvent. On te dit de développer un ERP et toi, tac, tu viens, tu commences à penser à tout le système. Non, mais vas-y petit à petit, c'est-à-dire que tu vas créer bloc par bloc. Tu dis qu'un ERP, c'est quoi? D'abord, je crée ça. Ensuite, je crée ça, je divise ça en plusieurs modules d'abord. Et c'est ça, travail en agilité. Je vais faire le module des clients, le module de vente, le module de ceci, le module de cela, jusqu'à ce que tu aies un gros système. Donc, c'est un peu la modularité. Ensuite, il y a... Est-ce que tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît? Voilà. Ensuite, on a le separation of concern. Le separation of concern, ça ressemble beaucoup au SRP, qui est le Single Responsibility Principle, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que separation of concern, c'est beaucoup plus gros. C'est-à-dire que tu prends tout ce qui, chaque chose reste à sa place et fait son boulot. C'est-à-dire que tu prends ce qu'on appelle les concerns, c'est-à-dire les use cases ou les fonctionnalités, et tu les sépares. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir dans une même classe ou un même module plusieurs fonctionnalités. Un module qui est censé, par exemple, authentifier l'utilisateur, il n'est pas censé créer un utilisateur. Tu peux avoir le module d'authentification qui est constitué de deux modules. Un module de login et un module de création d'utilisateur. Mais tu ne dois pas avoir un module qui te crée l'utilisateur, qui te fait comment on l'appelle ça, la validation, qui te fait qui te fait toutes les vérifications en un seul gros module. Non, non. Il faut savoir faire séparer les fonctionnalités un à un et de manière beaucoup plus claire. Et ensuite, le huitième qui est worse is better. Bon, là, comme je le dis, comme ta joie, sinon bienvenue la saturation. C'est-à-dire que parfois, il est mieux d'avoir un système pas complet qu'un système trop complet. C'est-à-dire que, imagine, tu as une application qui est censée diriger une application de mapping, de map, un Google Map où tu es censé dire à l'utilisateur, quand il te dit je veux aller du point A au point B, que tu lui dises la route la plus rapide. Mais imagine que dans cette même application, la fonctionnalité de base de l'application, c'est ça, je veux aller du point A au point B, quelle est la route la plus rapide? Et l'application ne fait pas que ça. Il te dit, quand tu vas passer du point A au point B, il y aura Daouda qui va traverser la route, la lune sera verte, le soleil ne sera trop chaud, les voitures, il y a deux gars qui se battent. On n'a pas, en fait, et qui te montre des milliards de boutons alors que tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin d'aller du point A au point B. Parfois, worse, comme parfois on se dit, parce que nous, développeurs, on aime bien améliorer les choses et se dire, ah, pourtant, li ngay wax non sax, bon, souvent on le dit en wolof, li ngay wax non sax, man mën naa la yokkal lii. Non, ça, fais ce qu'on te demande. Après, ensuite, peut-être tu pourras facturer et sois intelligent parce que tout ajout doit être suivi d'une facture parce que il faut bien qu'on mange aussi. Ensuite, il y a le use a VCS, utiliser un outil de versionning parce que là, quand je me suis rendu compte que sur LinkedIn, j'ai eu 2-3 gens qui m'ont contacté pour des aides sur le projet. Et je vous parle de projet national, hein, international. C'était même pas au Sénégal. Et donc, j'étais censé intervenir et regarder, et j'allais même partager ça la semaine prochaine sur mon LinkedIn. Et je vois que le projet, en aucun cas, il a été versionné. Et tu te rends compte que ça a l'air bête, mais il y a énormément de développeurs qui ne versionnent pas leur projet. Utiliser un outil de versionning comme Git ou GitHub. Un développeur n'a pas d'excuse pour dire j'ai perdu un module, j'ai perdu mon code, non. Un développeur, dès le départ, et c'est même ça le principe de clean code, ça sort c'est que le principe de clean code, la philosophie derrière le clean code sort même du code, c'est-à-dire c'est même derrière le comportement du développeur en fait partie. Les soft skills que doit avoir un développeur, très tôt tu penses à
si ceci se passait, si je perdais ma machine, si on me volait ma machine, si ceci, si cela. Parce que la vie n'est fait que d'imprévus. Donc, il faut tout prévoir et essayer de prévoir le maximum. On sait qu'on ne peut pas tout prévoir, parce que parfois, il y a vraiment des cas où tout crache, où vraiment là, je ne sais pas, parce que Dieu a voulu que rien ne se passe comme prévu, mais il faut vraiment utiliser un outil de VCS et l'utiliser bien. Parce que c'est pas parce que tu fais un git add, git commit, git push que tu es en train d'utiliser git comme un senior ou bien d'utiliser git proprement. Il y a des manières de faire des commits, il y a des temps pour faire des commits, il y a des choses à committer et des choses à ne pas committer. Il y a une manière d'utiliser git et on va y venir tout à l'heure dans notre démonstration. Donc là, toutes ces petites règles-là qu'on a dit, c'est en fait rien que la subdivision du principe qu'on appelle solide. On en a tous entendu parler en tant que développeur: single responsibility, open closure principle, list of substitution principle, interface segregation, dependency inversion. Je ne vais pas passer par tout ça parce que vraiment, c'est chaque principe du principe solide peut avoir sa propre vidéo ou son propre meeting, mais ça, vraiment, je vais vous laisser rechercher parce que aussi, c'est la pédagogie active, on va essayer d'apprendre par nous-mêmes. Mais sachez que appliquer les principes solides, pas tous les appliquer, il faut le dire, hein, tout ce qu'on est en train de dire là, il n'y a aucun développeur qui va t'appliquer ça de A à Z, même moi, qui suis en train de faire cette présentation. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, flow après flow, parfois tu retiens même plus les noms des règles. C'est-à-dire que ça vient naturellement. Au moment où tu écris la variable, au moment où le client ou toi-même, on te présente à une problématique, au moment où tu penses à la solution, ça vient très rapidement. C'est comme quand la première fois que tu as utilisé Git et maintenant quand tu fais ton Git workflow, ça va trop vite. C'est comme quand la première fois que tu recherchais comment écrire une fonction, comment faire ceci, et que maintenant, dès qu'on te parle de je veux un site qui fait ça, directement, toi, dans ta tête, tu sais que tu dois créer une base de données, faire ça, faire la requête SQL. Bon, tout dépend si tu utilises un ORM ou pas. Tout ça, tu y penses, alors que avant, quand tu étais juste sur du HTML, CSS, tu n'avais pas forcément toutes ces notions. Donc, ça va venir avec le temps et de la practice. Et ensuite, on a les 10 commandements du bon développeur. C'est-à-dire que ça, tu en as forcément besoin pour faire du clean code. La règle 1, rule number 1, on dit, vous n'avez pas d'excuse pour écrire du mauvais code. Ça, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Mais vous êtes responsable de la qualité de votre code. Ce n'est pas votre boss. Bon, je pense que c'est quelqu'un de très connu qui l'a dit. Moi, je ne sais pas c'est qui. Donc, j'ai mis someone famous. Parce que j'entends tout le temps dans les congrès là ou les conventions que je regarde sur YouTube, les gens qui disent ça. Mais c'est tout à fait vrai. Il n'y a que toi qui es responsable de la qualité de ton code. En fait, ton boss qui te demande un truc, une fonctionnalité, lui, ce qu'il attend de toi, c'est la fonctionnalité. Toi, derrière, comment tu as fait pour écrire la fonctionnalité ne dépend que de toi. Donc, c'est à toi de t'assurer que la fonctionnalité que je suis en train de développer est une fonctionnalité d'abord scalable, est une fonctionnalité portative, est une fonctionnalité qui, demain, si un autre développeur vient et regarde cette fonctionnalité-là, la première chose qu'il va se dire, c'est que le gars là, c'est un gars bien. Le gars qui a développé ça, franchement, il va avoir il va avoir envie de te connaître rien qu'en lisant ton code. Ça m'est arrivé à moi de voir le code de quelqu'un et de me dire waouh, là je suis vraiment ému de voir ce code bien respecté. C'est comme s'il l'avait écrit pour moi. Et ce sentiment-là, je l'ai eu qu'une seule fois. Et vraiment, j'ai lu des tonnes de codes, à part les codes open source ou les frameworks. Mais les autres choses, parfois tu te rends compte que, ouais, on aime bien parler de clean code, mais on ne l'applique pas forcément. La règle numéro 2, s'il te plaît, utilisons des noms explicites pour nos variables. Franchement, au moment où toi, tu écris la fonctionnalité, ce n'est pas pour les autres même. Au moment où toi, tu écris la fonctionnalité et que tu mets dans ta variable date Y, tu l'appelles const Y ou let Y égale ceci. Je te jure que demain soir, tu viens, tu ne sauras pas à quoi te sert ce Y, alors que c'est toi-même qui as écrit ce code. Donc, tu seras là, toi, face à toi, à te dire, mais toi, comment tu as pu écrire ça? Et toi, va te répondre que c'est toi-même qui as écrit ça. Et tu seras là, tu auras envie d'hurler, mais tu n'auras personne qui taper.
Parce que c'est toi-même, c'est ton propre code, c'est ta propre merde. Excusez-moi du terme, mais c'est à toi de gérer. Donc, ça sert, si on nous a permis d'écrire des variables, des camel case et tout ça, c'est pour qu'on puisse écrire des variables comme il se doit. Moi, mes variables, franchement, tu les regardes, tu sais que ça, c'est une variable. Parce que je vais t'écrire, cette variable est une variable qui fait ceci. Je m'en fiche. L'essentiel, c'est que demain, si moi-même, parce que je me connais, je reviens sur le code, en regardant la variable, je sais où est-ce qu'il sera utilisé, pourquoi il est déclaré, pourquoi il est créé. Et là, on a deux exemples, par exemple ici. On a bad variables et on a good variables name. Et on peut voir, par exemple, en haut, où les variables vraiment, ça, si on ne te dit pas à quoi sert Y, bon, à part que toi, tu peux peut-être deviner. Et dès que tu commences à dire peut-être, c'est pas bon. Là, ça doit être très clair. Balance égale balance moins last payment. Et tu vois que rien que cette ligne-là, tu comprends parfaitement. Tu n'as pas besoin de commentaires, tu n'as pas besoin du développeur, tu n'as besoin de rien. Tu peux juste dire balance égale balance moins last payment et tu sais que ce code-là, il permet d'avoir le balance du compte du gars ou je ne sais pas. Voilà. Ça aussi, ça peut être difficile pour nous développeurs. On a tellement la flemme qu'on se dit, même trouver le nom d'une variable, ça peut être compliqué. Et souvent, tu vois un développeur qui est là, avant d'écrire sa fonctionnalité, qui doit écrire une variable qui passe 30 minutes à se dire comment je vais nommer cette variable. Comment nommer une variable peut être aussi difficile. Et ça, c'est une question que je me pose à moi-même, hein, parce que ça m'arrive aussi d'être dans la position de ce gars-là, à chercher comment nommer mes variables. Mais bon. Règle numéro 3, écrivez du code qui exprime l'intention. C'est-à-dire que quand tu écris, un code n'a pas besoin d'un cours pour être compris. C'est-à-dire que quand tu écris une fonction, moi, je n'ai pas besoin d'appeler Daoudaba et de lui dire à quoi sert cette fonction. Rien qu'en lisant la fonction, je dois comprendre. Là, on a une fonction, par exemple, makeChild. Le nom de la fonction, rien que ça me dit makeChild, faire un enfant. On dit comment on makeChild, il prend person comme variable. Il prend une variable père de type personne, une variable mère de type personne, et il dit child égale new person. Ce code est tellement clair que tu peux deviner même où est-ce qu'il va après. Après, tu te dis if father, point, if not father is fertile. Si le père n'est pas fertile et que la mère n'est pas fertile, throw new argument exception. Ça veut dire que là, on ne peut vraiment pas faire un enfant si les deux sont fertiles. Mais si dans le cas contraire, et là, il a utilisé une fonctionnalité sur laquelle on va revenir plus tard dans la démonstration, vous voyez qu'il n'a pas mis de if-else et tout ça que nous, développeurs débutants, on aime bien. If-else, des if-else imbriqués partout. Et après te dire, ouais, j'ai écrit un code de malade. Alors que tout ce que tu as fait, c'est écrire quelque chose qui fait mal à la tête. Et donc là, tu as child.age, tu as child.father, tu as child.mother, et après, il te return le child. Ce code, tu n'as même pas besoin des commentaires qui sont en haut pour comprendre. Et d'ici 10 ans encore, si quelqu'un vient, il a jamais peut-être fait informatique, il a la notion du code ou il a juste vu comment marchaient les codes. Tu le mets en face de ça, il lit, il comprend. C'est ça un code qui exprime de l'intention. Encore, rule number 4 qui ressemble au rule number 3, c'est-à-dire que le code doit parler de lui-même. Et ça, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Un code doit exprimer clairement ce qu'il fait sans pour autant avoir besoin de commentaires. Et là, on va venir sur le truc de commentaires. On aime bien commenter parce qu'on nous dit tout le temps, il faut commenter le code. Un code non commenté, c'est un code pénible. C'est vrai, il faut commenter, mais on abuse. C'est que c'est ça aussi le problème du développeur. Quand il ne fait pas quelque chose que tu lui dis que ça, c'est la bonne norme, ça te permet d'être senior et tout ça, il faut commenter ton code. Il va commencer à commenter du n'importe quoi. Il écrit X, il te dit ça, c'est X. Il écrit une fonction qui s'appelle check, il te dit c'est la fonction check. Il écrit if, il te dit ça, c'est if. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de ça pour commenter. Et une fonction, qui a beaucoup de commentaires, c'est une fonction qui est très pénible à maintenir. C'est-à-dire que si demain, on vient, on change dans un module donné toutes les fonctions, où on modifie le comportement de la fonction, tu dois modifier tous tes commentaires. Donc, tu as deux travails. Donc, moi, il faut que, je ne veux pas dire ne commentez pas, mais je veux dire, il faut commenter intelligemment. Ne pas commenter. Et commenter, il y a une manière de le faire. Il ne faut pas commenter et me dire, c'est comme si je te dis, c'est quoi une personne? Tu me dis, ça, c'est une personne. Non. Il faut me dire,
là, il y a une personne, ça se reconnaît par nom où cette personne permet de faire ça, il le fait comme ça. Et on commande pas toutes les fonctions. Il y a des fonctions, par exemple, une fonction qui te dit, qui te fait une redirection, Windows location.href, par exemple, comme on le fait sur Angular ou sur JavaScript plutôt. T'as pas besoin de me dire, c'est une redirection. Même si la fonction, c'est function redirect, c'est clair. Peut-être si tu peux commenter et dire pourquoi tu as fait une fonction redirect. Et là, tu dis, j'ai fait la fonction redirect parce que on l'utilise plusieurs fois dans les fonctions et je préfère faire pour le moment pointer ça à cette fonction pour que dans le futur, on puisse, lorsqu'on va changer le Windows.location et faire passer la redirection par la route, par le module qui gère la route, là, ce sera plus facile. On le change ici et ça va changer pour tous les autres. Là, je peux comprendre. Rule number 5, laissez le code mieux que vous ne l'avez trouvé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la règle du Boy Scout. Bon, on appelle les Boy Scouts, c'est un peu les campeurs ou les camps de gamins ou d'armée, je pense. Et on dit qu'un code, par exemple, si tu as du temps et que tu reviens sur un code, ne repars pas en le laissant comme ça. Essaye au minimum de refactor quelque chose, d'arranger quelque chose, de refaire quelque chose. On ne te dit pas faut gâter le code, mais juste faut arranger le code. Même si tu as tabulé, tu as formaté le code un peu, rends-le plus joli et comme ça. Ce qui fait que le code, dans le temps, il sera de mieux en mieux plutôt qu'à être de pire en pire dans le temps. Au fur et à mesure que le code sera consulté et ouvert, le code va être de plus en plus convenable ou de plus en plus clean qu'un code où tu viens, à chaque fois que tu ouvres le module, tu ajoutes quelque chose, tu te dis, bon, après, je vais revenir pour modifier. Après, lorsque tu reviens, c'est encore pour ajouter une autre fonction. Tu laisses les autres comme ça, non. Il faut essayer de retoucher. Et là, il y a la succession du write, refactor and test. Mais ça, on va y revenir. Donc, il y a la rule 6 dont je parlais tout à l'heure, qui est la single responsibility principle. Donc, c'est de même que c'est juste là ce qu'on appelle le principe à responsabilité unique. Et il stipule que, par exemple, chaque module de code ne doit avoir de responsabilité que sur une partie et une seule partie de la fonctionnalité. Donc, ça c'est un peu compliqué, mais dans un langage très humain, on ne peut pas tout faire dans un système, un module ou un bloc déterminé. Par exemple, là, on a le chef d'un restaurant ne peut pas tout faire. Il ne peut pas prendre les commandes, distribuer les assiettes, récupérer les couverts. Il ne peut pas tout faire. Donc, il faut bien décomposer son code et bien savoir chaque module ce qu'il doit faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le rule number 7, qui est le TDD, le Test Development. Donc, le TDD, ça veut dire qu'il faut toujours écrire des tests, s'il vous plaît. Il faut toujours écrire. Voilà, là, il y a même l'apprenti qui suit la présentation. Ça veut dire que c'est hyper cool. Donc, je vais continuer. Donc, il y a le rule number 7 qui dit qu'il faut écrire des tests. Il y a ce qu'on appelle les unit tests, les functional tests, les integration tests. Bon, c'est les trois qu'on applique le plus. Mais l'avantage d'un test-driven development, c'est tu écris le test d'abord et ensuite ensuite tu fais ton développement si le test passe. Bon, c'est quoi écrire un test? Ça, c'est un autre débat et je pense que peut-être quelqu'un d'autre de la communauté va faire une présentation sur ça. Mais il faut juste savoir qu'un code, il faut l'écrire, c'est bien, mais il faut le tester. Parce que nous, développeurs, souvent, on écrit une fonctionnalité, on se dit que ça doit marcher. Et ce qu'on fait, c'est pire. En développement, on teste, ça marche, on push en production. Les gens, ils utilisent, ils voient qu'il y a un bug mais énorme. Et toi, tu te rends compte que tu n'avances pas au fait. Alors qu'un test, un test-driven development pourrait nous sauver la mise sur ça. Donc, c'est juste une manière beaucoup plus intelligente de développer. Et je pense que je vais vous laisser faire des recherches sur ça. Mais juste les tests unitaires, c'est des tests, par exemple, qui permettent de tester des unités individuelles de code. Donc, par exemple, tester juste une fonction ou quelque chose. Et les functional testing permettent de tester une tranche de fonctionnalité dans le système. Par exemple, tu prends tout ce qui est login.
Il te teste tout le login du remplissage des données jusqu'à la connexion successful de l'utilisateur ou pas. Et il y a l'integration test qui permet de tester l'intégration, par exemple, entre les modules d'un logiciel, c'est-à-dire pour savoir si le module de vente communique bien avec le module de client, qui communique bien avec le module, si tout ça, l'intégration est bien faite. Ensuite, on a le rule number 8, cycle court incrémental. Bon, c'est un peu le MVP, ce qu'on appelle le minimum viable product. Et ça, ce n'est rien d'autre, la règle numéro 8, pour simplifier, ce n'est rien d'autre que l'agilité. C'est-à-dire que c'est quoi un travail agile? On l'entend tout le temps, méthode Scrum, patati patata. Mais la méthode Scrum, ce n'est rien d'autre que décomposer son code, décomposer son projet, peu importe le projet que c'est, la plateforme ou la solution qu'on veut développer, mais bien le décomposer. C'est pas dire que souvent ce qu'on voit, c'est que quand un développeur, il te dit je travaille en agilité, je décompose mes trucs, je les fais étape par étape, il décompose tellement. Il décompose trop même les modules. C'est-à-dire qu'il va même, il te dit, aujourd'hui, tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il te dit, aujourd'hui, j'ai fait un input. Un client qui vient, qui a payé son argent, qui s'attend à vraiment voir quelque chose d'excitant. Tu lui dis qu'aujourd'hui, on a fait l'input du login. On a fait la validation du login. On a fait ou bien maintenant le mot de passe, on a testé les mots de passe. Un utilisateur qui a un mot de passe maintenant, on peut lui dire si le mot de passe respecte ou pas la case. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Il faut lui donner ce qu'on appelle le minimum viable product. C'est-à-dire que quelque chose que tu lui donnes, ça ne représente pas le système final, ça ne représente pas de loin le module final, mais c'est quelque chose qui représente un certain workflow qui va lui permettre de lui mettre l'eau à la bouche en quelque sorte, qui va lui permettre de se dire, ça, si, donc il s'imagine déjà la fin du produit et ça, c'est excitant pour le client. Et le client, ça peut être même vous. Donc là, on voit l'exemple en bas où on lui donne des roues, il peut se monter, il se dit, ah, ce serait bien qu'on ait. Et tu vas voir qu'un client qui est content par le minimum viable product, c'est un client qui parle beaucoup. Il va te dire, ah, ici on a ajouté ça. C'est le client qui va se faire, qui va croire qu'il est très intelligent, qui maîtrise tout et qui va commencer à te dire, si on fait ça, si on fait ça. Il va même te demander si on peut créer une fusée avec la plateforme. Il est tellement content qu'il va se permettre de dire du n'importe quoi. Mais il faut bien savoir comment livrer en quelque sorte découper notre système pour le livrer étape par étape et fonctionnalité par fonctionnalité jusqu'à la fin du développement. Ensuite, le rule number 9, qui est un code doit être portatif et scalable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas écrire du code statique. Comme aujourd'hui, j'ai eu une connaissance qui est venue me demander si un conseil parce qu'elle est allée chez un développeur qui lui a dit que pour une plateforme web, et le développeur lui a dit, si tu veux un site statique, je te fais ça à 150 000. Si tu veux un site dynamique, je te fais ça à 350 000. Je lui ai dit, mais c'est quel type de développeur ça? Bon, ça aussi, c'est un autre débat parce qu'il y a les développeurs et il y a ceux qui sabotent en quelque sorte. Mais un site statique de nos jours, vraiment, ça veut dire quoi? Donc moi, ce dont je parle, c'est un code statique. Il ne faut pas écrire un code pour que ça fonctionne uniquement dans ce but précis. C'est vrai, il faut écrire un code pour que ça résout un problème bien déterminé. Mais ça veut dire que, par exemple, quand tu écris un module, essaye de penser au maximum à la réutilisation de ce module. À ce que, de telle sorte que, par exemple, si ce module-là, tu peux le prendre et le mettre dans une autre application totalement différente de l'application pour laquelle elle a été construite de base. Et le module sera tellement logique que dès que tu vas le mettre dans cette application et que tu vas lui donner ses inputs, il va fonctionner très bien. Donc, c'est ça un code portatif. Mais un code doit être scalable, c'est-à-dire supporter une montée en charge. Tu ne peux pas faire à un client ou à toi-même un système qui est plus que pour 10 utilisateurs. Et si demain tu as 15 utilisateurs ou 100 utilisateurs ou déclarer une variable qui ne peut prendre qu'un certain nombre de capacités ou faire une fonction dont tu es sûr que cette fonction-là, elle est tellement lente, mais pour le moment, c'est rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de données dans le système. Mais dès qu'il commencera à y avoir 2, 4, 5, 10 fois plus de données, cette fonctionnalité sera quasiment tellement lente qu'il y aura même besoin de développer un autre système ou un autre module. Donc, et scalable aussi, ça veut dire que le système doit
être complètement propice au changement. C'est-à-dire que demain, le système venir, c'est un système de, comment dire, disons, de gestion des ventes. Mais demain, c'est un système qui peut faire la gestion des ventes, le reporting et l'export de données. Et après demain, on y intègre l'IA pour l'étude de données, le Power BI, le Business Intelligence. Donc, c'est un système qui passe de petits trucs à gérer les ventes ou lister les ventes, éditer, un CRUD simple, à quelque chose qui gère quasiment toute une entreprise. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent. Moi, quand tu me connais bien, à chaque fois que je parle que de scalable. Ce mot-là, je l'aime bien. Scalable, scalable, scalable. Je l'aime bien, mais je commence à le détester parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te disent scalable, scalable, scalable. Tu lui dis, c'est quoi un projet scalable? Il te dit, ouais, il doit être. Non, il faut utiliser les termes là où il faut et quand il faut. Donc là, la 10e règle, ce n'est rien d'autre que la pratique. Pratiquez comme ce chat qui tape sur son clavier. Pratiquez, faites le maximum de projets. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Tout ce dont je suis en train de parler, je ne l'ai pas appris à l'école. L'école, c'est bien, mais ce n'est pas tout. La passion, c'est ce qui fait énormément la différence entre tous les développeurs d'ailleurs. Tous les développeurs qui ont la même passion, le même degré de passion, ils s'entendent hyper bien. Ils apprennent énormément aussi. Parfois, tu vois quelqu'un, tu te dis, mais comment il peut apprendre toutes ces technologies? Comment il peut... Non, c'est rien. Il n'a rien fait. Il a juste appris intelligemment, d'ailleurs, et il a fait ce qu'on appelle du practice. Le mot français, c'est quoi? Il s'est exercé. Il faut beaucoup, beaucoup s'exercer. Et s'exercer, c'est s'exercer aussi avec des cas réels. Tu ne peux pas tout le temps prendre, par exemple, tu viens, tu te dis, tu apprends une technologie, par exemple, j'apprends Symfony. Je fais un CRUD, j'apprends Laravel. Je fais un CRUD, j'apprends Angular. Je fais un CRUD, je me dis que je suis développeur full stack. Mais non, il faut des cas, ce qu'on appelle des cas réels. D'imaginer si je voulais ça, avoir un projet fil rouge qui est applicable sur n'importe quelle technologie, mais dont tu es sûr que si je finis ce projet fil rouge là avec cette technologie, c'est sûr que moi, j'ai maîtrisé la technologie. Moi, ce que je faisais, c'est que à chaque technologie que j'apprenais, mon projet fil rouge, c'est je fais du login. Bon, je fais le workflow normal, quoi. Je me base un peu sur Facebook. L'authentification, la gestion des données, le CRUD et tout ça. Ensuite, les gestions intérim, c'est-à-dire tout ce qui est export de données, statistiques, tout ça. Ensuite, je passe à l'expérience utilisateur, tous les petits trucs qui vont permettre de faire ceci, de faire cela. Ensuite, je passe aux trucs vraiment comme optimisation. Je passe beaucoup de temps à l'optimisation. Ensuite, je termine par la sécurité. C'est-à-dire que tu as déjà fait l'optimisation, mais reviens sur ton code. Repense à, est-ce que si je mets cette variable-là, est-ce que si je mets les données de l'utilisateur, et là, je vais parler d'une chose que tous les développeurs font actuellement, qui est très à la mode, et si je mets les données du token de l'utilisateur dans le local storage, est-ce que c'est sûr? On le fait tous. Tout ce qui développe en Angular ou React ou je ne sais pas. Vous le faites tous. Mais est-ce que c'est réellement sûr? Et ça, on va y revenir peut-être. Donc, c'était ça, un peu la présentation sur comment dire, la philosophie du clean code. Maintenant, on va passer au code en dur. On va montrer quelques exemples. On ne va pas éterniser, on va montrer juste quelques exemples. Et ensuite, peut-être, Daouda, si ensuite le code là sera disponible sur le repository et sur le site de Made in Gansel. Il faudra juste scanner le QR code ou cliquer sur le lien et vous aurez accès au site. Après, je vais aussi mettre le lien du slide dans le readme du repository. Et si vous avez des questions ou on passe directement à la démonstration, c'est à vous de voir. Daouda, tu as la parole si tu veux. Daouda? Ouais, désolé, hein. Ouais. Ouais, c'est bon, hein? Ok. Parlez, hein. Donc là, super, hein? Super présentation, hein? Voilà, vraiment, tu as pris le temps de bien expliquer tout ce qui est clean code et tous les concepts derrière, quoi. Je pense que peut-être, pour les questions, on va peut-être attendre un peu jusqu'à la fin. Ok. Voilà, on va te laisser dérouler, voilà, jusqu'à la fin. Ensuite, on pourra prendre le temps de poser des questions, voilà. Ok.